Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. School TV Le Mag, une demi-heure consacrée à l'éducation de vos enfants. Vous le savez, à chaque fois, initiative sur le plan local et ou national avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut Patrice. Le débat est déjà lancé en plateau. Je vous lance sans plus tarder le sommaire, le Mag qui s'arrête aujourd'hui. Eh bien, sur un volet pour le moins méconnu de la gastronomie française, on parle des violences avec un S en cuisine, cadence infernale, pression, représailles. Et bien le tout dans un cadre où la domination est la règle. Les détails avec nos deux invités dans un instant. Gastronomie, le changement, est-ce que c'est maintenant ou pas? Pas évident. Une chose est sûre, les langues se délient. Il y a de plus en plus d'associations et bien de soutien aux nombreuses victimes. Pourquoi les étoilés échappent-ils à tout contrôle? Peut-on changer la donne véritablement? Et si oui, comment? On se pose ces questions, bien évidemment. Dans un instant, Alix sur une loupe. Oui, je vous parle du lancement d'un événement. Ça vient tout juste de se passer, c'était en mai, des cuisines ouvertes. Efficace ou pas? On en parle dans un instant. On y va. Bonjour Nora. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nora Boisouni, vous êtes journaliste, vous êtes auteur de Violence avec un S en cuisine. Ça fait beaucoup de bruit. Une omerta à la française. C'est le sous-titre et c'est aux éditions Stock. Samy Benzekri, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes chef de cuisine, vous êtes responsable du pôle écoute de l'association Bondir, association qui est née quand? Il y a 5 ans. Il y a 5 ans. Et donc là, vous avez lancé plus précisément une ligne d'écoute depuis quelques semaines. Officiellement depuis mars, mais on avait réalisé déjà des écoutes depuis quelques temps. D'accord. Et ça consiste très concrètement en quoi? En fait, on a au sein de l'association des bénévoles qui ont été formés par une psychologue à l'écoute. Et ce qui est important, c'est que tous les bénévoles sont des professionnels de la restauration. Et on s'était dit que c'était très important pour les gens qui ont des choses qui ont besoin de parler des problèmes qu'ils vivent dans la restauration, de pouvoir faire face à d'autres personnes de la restauration qui leur disent vraiment ce que tu vis, c'est pas normal. On va revenir dans un instant, bien sûr, plus en détail, mais un coup de téléphone, un coup de fil, ça dure combien de temps? Ça dépend, ça peut durer plusieurs heures. Ça peut durer 1 heure. On essaie de cadrer ça. On a un mail sur lequel on peut nous contacter, on fixe un rendez-vous avec la personne qui veut nous parler, et ensuite on parle, on redirige s'il faut. Violence en cuisine, c'est publié chez Stock. Quelle est la genèse de cet ouvrage? Qu'est-ce que vous avez mis la puce à l'oreille? Je crois que ça fait très longtemps, Nora, que vous travaillez sur ce sujet. Dans mon premier livre en 2017, Féminisme, quand le sexisme passe à table, je parlais justement des éléments sexistes, des stéréotypes, des biais, des violences sexistes sexuelles dans le milieu de l'alimentation, des inégalités en fait de genre, et donc je parlais aussi des inégalités dans les restaurants, notamment à partir du chiffre, en France, quasiment 50-50 en termes de formation, filles, garçons, femmes, hommes. Et en fait, quand on arrive sur le chiffre des cuisinières, restauration traditionnelle, pas collective, on a 28%, et puis sur les chefs, on a 19%. Alors où sont passées les femmes? Elles disparaissent comme ça, comme par magie. Non, en fait, on les empêche. Elles quittent ce milieu qui est quand même extrêmement violent pour tout le monde, mais alors double peine quand on est une femme. Et donc, j'en parlais dans ce livre, et je me suis rendu compte, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de presse, que les journalistes étaient sincèrement surpris. Ils me disaient, mais comment ça, il y a des violences en cuisine, mais partout? Oui, c'est ça, ils ont dit, mais attends, il y a violence, de quelle violence tu nous parles? De quelle violence? Et il se passe ça dans les cuisines, toutes les cuisines étoilées, toutes. C'est un système pas systématique, mais il peut se passer ça. Et donc, il y a eu déjà cette première, comme vous le dites, puce à l'oreille. Je me suis dit, tiens, c'est un sujet apparemment, personne n'est au courant. Évidemment, c'est normal, les coulisses, on ne les connaît pas quand on ne travaille pas dans un milieu. Et donc, en 2020, confinement, chômage technique pour beaucoup de gens du secteur HCR, hôtel, café, restaurant, puisque restaurant fermé. Et donc, j'ai contacté Camille Moncarnel, qui avait créé le compte Instagram Jeudi Non Chef en 2019, qui est une ancienne cuisinière, qui a fait une école très réputée et qui a subi des discriminations en cuisine. Et qui a ouvert ce compte Instagram pour recueillir les témoignages qu'elle publiait anonymement ensuite. Et je l'ai contactée, je lui ai dit « Bonjour, voilà qui je suis, j'aimerais travailler sur ces questions-là avec toi. Toi, tu as une légitimité, tu es concernée et tu as la confiance du secteur. Moi, je suis journaliste, j'ai la déontologie et puis j'ai peut-être la méthode, le protocole. Et donc, faisons un questionnaire pour que les gens qui, là, ont enfin du temps pour eux et pour elles de dormir, de réfléchir, de se soigner, de respirer, d'avoir une vie entre guillemets normale, de ne pas bosser 18 heures par jour, de voir leurs amis et leur famille. Peut-être que ces gens ont envie de parler et ont envie de dire ce qui se passe en cuisine. Et au bout de 2 jours, on a eu des centaines de témoignages et aujourd'hui, le questionnaire est toujours en ligne. On a près de 4000 témoignages. Et le livre est sorti en plus et j'imagine que... Je reçois des témoignages tous les jours. Pendant que vous êtes en plateau, effectivement, votre téléphone doit être en train de vibrer. Qu'est-ce que l'on découvre justement concernant le quotidien de ces cuisines? Parce qu'on a cette image, pardon de vous couper, on a toutes ces émissions effectivement qui font la part belle à la gastronomie française. C'est le patrimoine français, la gastronomie, c'est un secteur quasiment intouchable. On a le savoir-faire français. Et puis c'est vrai qu'on a cette image de la brigade. Alors c'est un peu martial, on le voit. Oui chef, merci chef, ok chef.
Mais quelle est la réalité ? On découvre la réalité. Justement, on parle des fictions, que ce soit la fiction cinématographique, les séries, les émissions de télé, qui sont des compétitions. Donc c'est une fiction, c'est scénarisé, hein, c'est pas une vraie plongée dans les cuisines. Et même quand on fait un reportage télé sur les cuisines des étoilés, ça fait rêver tout le monde, il y a des caméras dans les cuisines, donc les gens vont pas se comporter de la même manière. On verra jamais un chef frapper un commis, faire une remarque extrêmement misogyne, mettre une main au cul, enfin, on verra pas ça, il y a des caméras, donc il n'y a pas de transparence, il n'y a pas la réalité. Et en fait, moi, ce que je voulais montrer, c'est à la fois la réalité concrète de ce que c'est que d'être un travailleur ou une travailleuse dans la restauration, puisqu'on oublie, quand on va au resto, qu'il y a des gens qui ont fait ce qu'on est en train de manger. Et c'est des gens qui, pour beaucoup, sont moins payés que les gens qui vont manger au resto et qui ne peuvent même pas se payer ce qu'ils servent, ce qu'ils cuisinent. Ce sont des gens qui travaillent combien d'heures par semaine ? On a un cuisinier ici qui pourrait nous en parler. C'est difficile par semaine. Ouais. J'avoue que dans ma carrière, je ne demande pas par mois parce que du coup, la multiplication va être trop compliquée limite. C'est difficile de faire moins de 50 heures par semaine. Et ça va jusqu'à 60, 70, 80 heures par semaine. Puis vous avez des gens de 15 ans qui commencent en restauration. Moi, j'ai des parents qui m'écrivent là aujourd'hui, hier, avant-hier, pour me dire mon enfant a 19 ans, il fait 70 heures par semaine. Ouais. Et bien sûr, payer 43. Oui, c'est pour valoriser finalement le côté absolument dédié à la tâche, quoi. L'endurance. C'est rapporté au taux horaire, tu dis... Non, mais justement, j'en parle dans le livre. Les gens... pas payé au SMIC, en fait. En fait, les gens qui travaillent 70 heures semaine payés 1 300 €, quand vous leur demandez, il y a du 4 € de l'heure à un moment. Vous travaillez 4 € de l'heure pour des repas que vous servez 120 €, 300 €. Enfin, ça n'est pas normal. En fait. Et vous parlez de gens salariés, sachant qu'il y a aussi des stagiaires qui font ça. Moi, quand j'étais stagiaire, je bossais comme les autres. Je n'avais pas de traitement de faveur parce que j'étais stagiaire. Et mineur. Toi, tu as fait quelle formation, toi, du coup ? J'ai fait un bachelor dans une grande école à Paris. D'accord, un bachelor dans une grande école à Paris. Et assez rapidement, j'imagine que c'était ton rêve de travailler dans ce milieu, mais assez rapidement, tu as été, je pense, au milieu de la médecine, vous savez, où quand on est interne, il y a toujours l'ancienne école et la nouvelle école, et un peu l'ancienne école, des médecins qui vont te dire « Non, mais nous aussi, on est passé par là, toi aussi, tu vas faire tes 50, 60 heures par semaine et que tu vas dormir 2 heures... 2 heures par nuit et encore dans le meilleur des cas. Assez rapidement, tu as appris que ça allait être un peu comme ça ou pas ? Assez vite formaté, c'est ce qu'on nous inculque assez rapidement. C'est-à-dire formaté, on inculque. Ouais. Oui, c'est vrai. Alors, moi, personnellement, je n'ai pas commencé à 15 ou 16 ans comme certains peuvent le faire dès le CAP ou les lycées professionnels. Moi, j'ai fait une reconversion. Je commençais à 25 ans, j'ai une vie avant. Et pourtant, dès mes premières années à l'école, on se met vite au cordeau. Il y a une espèce de méritocratie à travailler dur. Et puis, on voit que tout le monde est passé par là. Donc, il faut aussi passer par là pour arriver vite au poste convoité de chef et peut-être se la couler douce après. Ouais. Mais en fait, il y a une espèce de... Il faut travailler dur pour en arriver en haut. Et puis après, ça va aller. Mais le problème, c'est que souvent, ça ne va pas. Et ça ne va pas. Et puis surtout, il y a zéro questionnement sur ça. Ouais. Alix. Nora, vous évoquez des violences physiques aussi, dont on entend peu, voire pas parler. Parmi les presque 4000 témoignages récoltés, est-ce que ça revient souvent, ces violences physiques ? Toutes les violences reviennent. En fait, c'est ça qu'il faut se dire, c'est que ça touche tout le monde. Beaucoup de gens me posent la question quand je parlais du livre avant qu'il sorte, et même maintenant me disent « mais vous parlez des violences autres que sexistes et sexuelles ?» Et je leur dis « Ah mais oui !» C'est pour ça que je tenais à ce qu'il y ait un S à violence sur la couverture du livre. Parce qu'en fait, beaucoup de gens vont dire oui, j'imagine, quand on est une femme, quand on est une personne racisée, c'est plus compliqué. Oui, à double peine, comme dans la société. Hein. Ouais. Mais en fait, tout le monde prend cher, pardonnez-moi l'expression, en cuisine. Les hommes, les femmes... On peut se prendre une baffe, on peut se prendre tout ce que vous... Cuillère, je sais pas, on peut se faire brûler, on peut se prendre encore plus que le pire que vous imaginez. C'est-à-dire qu'un chef qui demande à une pâtissière de sortir le plat du four qui est à 300 degrés. À main nue. Vous nettoyez des fours à l'acide sans protection. On vous donne des coups de fourchette dans les côtes pour vous faire tomber quelque chose. On vous met une gifle, on vous agresse sexuellement dans une chambre froide, on vous met un coup de poing dans la chambre froide, comme ça personne ne voit. Enfin, je veux dire, tout, on vous met la casserole, c'est le grand classique de la queue de casserole qu'on chauffe, on la fait traîner sur un truc, et vous dites, putain, qui a mis ça là ? Et vous la prenez, vous vous brûlez, haha, c'est rigolo. Je veux dire, il y a tout ce que vous...
c'est pire que tout ce qu'on imagine, quoi. Moi, quand j'ai recueilli des témoignages, comme je le dis, souvent, je ne suis plus jamais surprise, mais je suis choquée à chaque fois. Comment on intègre la violence, du coup, Samy? Puisque vous me dites que vous l'avez découvert assez rapidement, en fait, cet univers, les cadences et cette violence inhérente à ce milieu. Il y a un moment où on est formaté et on intègre cette violence, du coup? C'est ça qui est un peu... Oui, en fait, je pense que ça dépend beaucoup des cas, mais on en est très vite témoin. Et en fait, comme personne n'est réagi, n'ose réagir, et ben, on laisse passer des petites choses, et des petites choses, et des petites choses, et le seuil de tolérance à la violence, il augmente, jusqu'à que plus rien ne choque. Et par exemple, le coup de la casserole chaude le coup de la casserole chauffée à blanc, et on l'attrape et on se brûle, c'est typiquement un truc de « ah ben comme ça, tu sauras qu'il faudra prendre un torchon ». Alors on apprend à mieux travailler en cuisine comme ça, par la violence. Mon Dieu. Et vous, à titre personnel, est-ce qu'il y a eu un événement qui a fait que, typiquement, vous rejoignez Bondir et que... Moi, j'ai pas eu de traumatisme, d'événements hyper graves, comme a pu en parler Nora à l'instant, mais j'ai vu beaucoup, j'ai été témoin beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui m'ont questionné et en même temps, je ne savais pas quoi faire. Et quand j'ai appris que l'association a été montée, j'ai tout de suite voulu aller sur ce créneau et participer parce que beaucoup de choses m'avaient choqué, je ne savais pas quoi faire. Et je n'ai jamais trouvé ça normal. Et pourtant, je ne suis jamais élevé contre ça. Donc voilà, c'était l'occasion. Et néanmoins, vous travaillez encore en cuisine. Et néanmoins, je travaille encore en cuisine. Donc c'est le signe que, quelque part, il y a des cuisines où ça se passe bien? Oui. Il y a des cuisines où ça se passe bien. Est-ce qu'on a toujours les mêmes violences qui se répètent? Pas tout le temps. Et c'est comme disait Nora, il y a différents types de violences. Moi, je suis un homme blanc, racisé, mais ça se voit pas. Donc du coup, je reçois moins de violence de ce côté-là. Mais il y a la violence du travail, beaucoup d'heures. Il y a la violence des rythmes saccadés. Il y a la violence juste de ne pas pouvoir s'exprimer et de rester sous le joug d'une cuisine qui est très stressante. Ça vient toujours de la part de son supérieur hiérarchique au final, ou ça peut aussi venir des collègues au sein de la brigade? Ça vient surtout, comme toute violence en entreprise, ça vient des supérieurs hiérarchiques principalement. C'est d'où ce que Samy disait sur l'impuissance qu'on ressent, où qu'on soit, travailleur, travailleuse dans n'importe quel secteur. Là, la différence avec un autre secteur, c'est cette impunité des chefs, cette impunité des supérieurs qui est liée à quoi? Qui est liée à ce tabou du mythe gastronomique qui est alimenté par les médias, la manière dont les médias racontent les éléments de com des chefs, les émissions de télé que vous évoquiez, les portraits de chefs partout, et tous les intérêts économiques et médiatiques autour d'eux. C'est-à-dire que quand vous travaillez pour un chef très médiatique, très souriant, très bonhomme à la télé, qui écrit des livres, qui va dans des festivals, etc., il a un capital sympathie énorme, tout le monde l'adore. Quand vous devez parler de ce que ce chef fait, mais c'est comme, on l'a vu, on prend l'exemple de Depardieu. Depardieu, énorme capital sympathie en France, monstre sacré du cinéma. La difficulté que ça a été pour les femmes qui ça a un impact sur la trajectoire de la personne qui décide d'en parler. Énorme. Donc, c'est-à-dire que la carrière brisée, c'est souvent celle de la personne qui parle. C'est pour ça. Et dans ce milieu-là de cinéma, il y a la cooptation qui est comme dans le milieu de la cuisine, c'est-à-dire que tout le monde se connaît, pour faire bref. Comme chez les journalistes. Ou comme, voilà, beaucoup. Mais là, on vous dit, je brise ta carrière si tu parles, en fait. Et comment vous voulez parler face à quelqu'un qui a 3 étoiles x4, qui a des émissions de télé, des contrats de sponsoring, enfin... L'omerta, elle vient de là, la peur de parler et l'impuissance. À qui je parle parce que, rappelons juste, une chose, c'est que 80% des restaurants en France, c'est des petites, moyennes entreprises ou très petites entreprises. Donc, quand vous êtes dans une structure, une boîte où il y a 50 personnes, qui a un RH, etc., pas facile, mais il y a un référent au moins. Quand vous êtes 3 en cuisine et que c'est le chef qui vous maltraite, à qui vous parlez? Et du coup, on fait quoi? Bondir, du coup. On change de métier? On change de ville? On garde le même métier? On change de ville? Souvent, on change. Il y a beaucoup de turnover dans la restauration. Énormément de turnover. Je ne me rappelle plus des chiffres exactement, mais 2 ou 3 fois plus que dans les secteurs normaux. Alors on change, on subit jusqu'à être brisé. C'est difficile. Bondir, c'est un recours. Bondir peut intervenir. Est-ce qu'on peut contacter anonymement Bondir et Bondir contacte la cuisine et fait pression sur la cuisine? Alors non, on n'a pas ce rôle-là. Nous, on a ce pôle écoute. Au pôle écoute, on va vous écouter, on va parler avec vous, peut-être trouver une solution
pour vous. Allez contacter l'inspection du travail, allez contacter un cabinet d'avocats. On a des adresses, on a des gens à qui contacter, ça c'est sûr. Après, on n'intervient pas directement. Nous, on intervient plus sur la formation des jeunes et maintenant la formation des professionnels. C'est délicat. Qu'est-ce qu'on leur répond justement à toutes ces victimes qui vous appellent? Comment leur faire comprendre qu'il ne faut pas ne pas avoir peur, alors que vous avez parlé de cette alors moi, justement, vu que je suis journaliste, pas le même rôle que Samy et que le pôle écoute de Bondir et tous les bénévoles qui font ce travail formidable, moi je suis pas là pour dire aux gens n'ayez pas peur. Moi je suis là pour accueillir une parole aussi, écouter, et c'est des gens qui savent qu'en m'envoyant des messages, en me sollicitant, soit ces gens veulent vider leur sac, et souvent moi j'ai eu des gens qui m'ont dit je n'avais jamais raconté ça à personne, vous êtes la première à qui je donne les détails sordides. Parce que oui, j'ai dit à mes amis, ma famille, oui, c'est dur, le chef est dur, ça se passe pas très bien, je suis fatiguée, etc. Mais les détails sordides, souvent, ils les gardent pour eux. Parce qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre de, on va pas révéler sa faiblesse, parce que c'est marche ou crève. Comme disait Samy, il y a une méritocratie. Tout le monde commence en bas de l'échelle en cuisine. Personne n'arrive dans un job de cuisinier en étant chef tout de suite ou même second. Enfin, ça n'existe pas. Donc, il y a cette promesse que le chef fait. Si vous en chiez, vous serez comme moi, vous arriverez là-haut, et c'est nécessaire de passer par là, donc personne ne va se plaindre, puisqu'en fait, comme dit Samy, c'est le seul logiciel possible. Enfin, on vous fait croire que c'est le seul logiciel possible. Et vous, dans votre livre, vous les nommez, les chefs? Non. Pourquoi? J'explique ça dans l'intro du livre. Il n'y avait pas assez au final pour que... Alors, on en avait quelques-uns. Mais... Ma condition pour écrire ce livre avec Stock, c'était de leur dire, vous me laissez sortir des noms si je veux. Ils m'ont dit bien sûr que oui. Donc je les remercie déjà de ça, de m'avoir laissé cette liberté. J'explique dans l'intro pourquoi il n'y a pas de nom. Enfin si, il y a les noms de ceux qui ont eu des enquêtes journalistiques déjà, parce que je tiens à le rappeler, ça fait 10 ans qu'il y a des enquêtes. C'est-à-dire que c'est ça le problème, c'est que ça fait 10 ans qu'il y a des noms qui sortent. Et il n'y a aucune conséquence et il n'y a aucun changement. Donc il n'y a pas de nom pour plusieurs raisons. D'abord parce que les gens ont peur. Donc des gens qui m'ont dit, moi je veux donner les noms, quand je leur ai expliqué qu'en journalisme, quand on fait une enquête et qu'on nomme, on fait ce qu'on appelle un contradictoire, c'est-à-dire qu'on va appeler le ou les mises en cause. Et donc les gens ont dit, ah mais du coup il va me reconnaître. Je dis, il y a de fortes chances avec les niveaux de détail, il y a de fortes chances. Même si protéger. C'est parce que les gens ont peur des représailles, notamment c'est des gens qui sont encore dans le milieu de la restauration. Et puis il y a aussi le fait, et on le voit bien, encore une fois avec Depardieu ou d'autres hommes très connus, eh bien quand c'est un homme très connu qui est accusé, eh bien les victimes elles sont complètement invisibilisées. Donc on ne les voit jamais, on ne parle quasiment pas des détails, c'est-à-dire de pourquoi elles portent plainte, on ne connaît même plus leur nom et leur prénom, et on va décortiquer la biographie, la filmographie, etc., de l'homme qui est mis en cause, et donc on passe sous silence tout le reste. Et on passe sous silence quoi? Pour finir, un système. Parce que moi, c'est ça dans le bouquin que je veux dénoncer. C'est pas une personne, deux personnes, c'est un système qui fait qu'il y a une impunité incroyable et qu'il y a des gens qui se sentent tellement intouchables qui continuent en fait de maltraiter et surtout de normaliser les violences. Ils sont protégés par qui? Ils sont protégés par les médias, qui font du travail de communicants souvent et pas de journalistes, quoi, donc qui recrachent du storytelling et qui font des portraits où il n'y a pas de contradictoire, justement. Et ils sont protégés aussi par l'État, par l'institution. Ils sont amis avec des gens puissants, par les industriels, avec leurs contrats sponsoring, par des écoles aussi, parce qu'il y a des partenariats. Les écoles, en fait, quand elles travaillent avec des étudiants et des restos, les restos attendent d'avoir 1 ou 2 apprentis par an, des stagiaires, etc. Donc on en revient au mythe de la gastronomie. On en revient au mythe, c'est vraiment le système qui crée le mythe, qui crée le tabou, qui l'entretient, et donc qui entretient et qui crée une puissance, un pouvoir et une influence de ces cuisiniers et cuisinières. C'est l'heure de la loupe d'Alix, je sens que ça va vous faire réagir. Alors que les conditions de travail en cuisine suscitent de plus en plus d'interrogations, tu mets en lumière une initiative collective qui tente d'y répondre. Oui, elle tente d'y répondre. Le 20 mai dernier s'est tenue la première édition des cuisines ouvertes de la gastronomie française, une initiative lancée par un collectif de figures de la restauration, parmi lesquelles Alain Ducasse, Hélène Darroze ou Philippe Etchebest. L'objectif affiché, en tout cas, est d'ouvrir partout en France les coulisses des établissements participants pour mettre en lumière des mesures concrètes déjà mises en place en matière de qualité de vie au travail dans la gastronomie. Ces mesures s'articulent autour de 3 axes, la prévention et la formation, avec par exemple des consultations régulières avec ostéopathes ou psychologues, l'amélioration de l'ergonomie des postes ou encore la mise en place de salles de repos, l'organisation du temps de travail dans un second temps avec des rotations de planning sur 3 semaines, l'anticipation en amont des congés ou encore la valorisation des heures supplémentaires et enfin
l'inclusivité avec une politique d'égalité salariale ou la création de canaux de signalement anonymes pour lutter contre les comportements inappropriés. Une attention particulière, c'est ce qui a été dit, est également portée à la formation continue et à la collaboration avec les écoles pour faire évoluer les pratiques managériales dans le secteur. Cette initiative s'adosse à un manifeste. Elle s'inscrit dans un mouvement de fond, semble-t-il, où les attentes évoluent, et ce particulièrement chez les jeunes générations. Nora, on en a parlé en off, je sais que vous êtes assez sceptique quant à cet événement. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ? Oh waouh, je vais essayer de faire court. Ouais. Bon, déjà, c'est une coïncidence intéressante que cette initiative sorte 2 jours avant la sortie de mon livre, livre dont tout le monde était au courant, hein, je n'ai pas caché ça jusqu'au dernier moment. Donc bon, j'aime bien la petite coïncidence, que ces gens sortent ça très bien. Alors c'est vrai qu'ils ne m'ont pas contacté, ils n'ont contacté aucun journaliste, je veux dire, c'est resté un peu en sous-marin. Hein. Deuxièmement, moi, quand dans des solutions concrètes, pour changer un système, il y a écrit séance d'ostéo. J'aimerais qu'on m'explique comment on change le système avec une pseudo-science, déjà, parce que rappelons que l'ostéopathie n'est pas de la médecine. Hein, et c'est une prise en charge individuelle d'un problème collectif. Quand on parle d'ergonomie, c'est la loi. Quand on parle de repos, c'est la loi. Quand on parle d'heures sup, c'est la loi. Donc il y a un moment où on a des gens qui... je ne parle pas des gens du manifeste. C'est-à-dire qu'en fait, tout ça, c'est artificiel, ce ne sont pas des mesures. Je ne dis pas que c'est artificiel. Je dis qu'en fait, on a un milieu qui est très peu sujet à des contrôles d'inspection du travail, par exemple, notamment sur ce dont on parlait, les premières violences qui sont l'exploitation et les heures. Et ça, c'est pas traité comme une violence dans le milieu. On va vous dire, oui, bah, ça, c'est d'accord, mais les autres violences, bah, c'est déjà une violence. 80 heures semaine, c'est surtout illégal. Donc là, on nous parle de choses qui, normalement, devraient être déjà en place. Valoriser les heures sup, mais elles sont censées être majorées. La convention collective du secteur est la pire. Elle n'est faite que de dérogations. Une convention collective doit être mieux disante que le code du travail. Elle est moins disante. Quand vous êtes en hôtel, café, restaurant, quand vous travaillez des heures sup... Nora, on peut la changer ? Pardon ? On peut la changer ? La convention ? Ouais. Ah bah, il faudrait que les patrons acceptent déjà de parler avec les syndicats. C'est pour ça que c'est un problème. Ça peut être un des éléments du changement, justement, d'arriver à faire pression. C'est ce que demandent les syndicats depuis toujours. Les syndicats patronaux bloquent les négociations. Donc c'est pour ça que moi, cette initiative, qui d'ailleurs n'est pas une initiative au nom du système, qui est portée par une poignée de personnes, on ne sait pas concrètement depuis quand, quoi exactement, qui, etc. Donc déjà, c'est apporter des solutions individuelles par ceux qui en ont les moyens, parce que c'est vrai que je vais rappeler que 80% étaient des TPE, PME. Là, on est sur des gens qui ont des moyens financiers avec des gros groupes adossés derrière pour beaucoup. Donc c'est pas un resto avec 3 personnes qui va pouvoir mettre en place tout ça. Et deuxième élément, pardon, je parle beaucoup, mais ça c'est, faut pas me lancer là-dessus. Cuisine ouverte, donc proposer à des gens de venir visiter les cuisines. Mais ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que... Bah, attendez, à quel moment c'est de la transparence ? C'est-à-dire quoi ? C'est une pièce de théâtre qui prend place. C'est la même chose qu'avoir des caméras de télé qui viennent dans votre cuisine. Enfin, je veux dire, il n'y a aucune différence. Et si c'est pour dire aux gens, regardez, le plan de travail, on l'a remonté ou on l'a abaissé, bon, ouais. Super ergonomie. Ouais, c'est la base. Déjà, on devrait faire ça dans les cuisines et dans tous les postes de travail, dans tous les secteurs. Quoi. Et pour finir sur cette cuisine ouverte, j'arrive même pas à comprendre qu'on puisse croire que en allant visiter une cuisine, on va assister à la réalité du métier. Ça n'a pas de sens. Alors comment on fait appliquer la loi dans ce secteur ? Comment on peut imaginer de faire appliquer la loi dans ce secteur, encore une fois ? Question à 10 000 euros, 10 000 $. Plus de contrôle. Plus d'effectifs dans l'inspection du travail pour contrôler. Plus de contrôle, plus de... Enfin, c'est vrai que tu disais, il faut déjà faire respecter la loi, ce serait déjà incroyable. Juste respecter la loi, payer les heures sup, pas nous faire travailler comme on nous fait travailler, ce serait déjà incroyable. Donc, enfin, j'ai dit c'est pas si difficile comme si c'était pas si difficile, mais il faut qu'il y ait plus de contrôle, qu'on nous croie plus, peut-être qu'il y ait plus de paroles qui se libèrent sur ça. Il y a aussi, c'est aussi ça que ce dont l'Omerta est responsable, c'est que c'est tellement normalisé qu'on n'ose même pas se plaindre de travailler trop et de ne pas être payé pour ça. Et ça, c'est un peu tous les métiers, finalement, dits à vocation. Il y a un peu cette même approche de on a déjà tellement de chance d'être là que... Oui, le métier passion, c'est une stratégie patronale pour vous exploiter, clairement. Mais moi, en tant que journaliste, je bosse pas 80 heures semaine dans un endroit tout petit où il fait chaud, puis froid, puis chaud, puis froid, où il y a un stress énorme parce qu'on joue sa vie, on a l'impression en 2 heures, sur chaque fois. Où on me parle d'être un soldat, d'aller à la guerre, où on me hurle dessus, où on m'insulte, où je me coupe, où je me blesse, où je me brûle, enfin...
Bon, il y a quand même, c'est un métier qui est un des métiers les plus dangereux. Et je rappellerai aussi qu'un métier passion, peut-être, mais pas pour tout le monde. Il y a ceux qui travaillent dans les étoilés, qui font Top Chef. On a l'impression que tout le monde veut faire ça dans sa vie. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans la restauration parce qu'ils ont besoin de faire de l'argent pour nourrir leur famille. On ne pense pas à tous ces gens-là voilà, dans le métier. Nous, vous parlez de restauration, on pense les grands restaurants, mais il y a plein de petites brasseries, il y a plein de... Voilà, tout le monde n'est pas passionné pour... Et justement, on en parlait aussi avant le début de cette émission, je vous posais la question d'une nouvelle génération de chefs. Il n'y a pas une nouvelle vague, un nouveau mouvement, un nouvel élan chez les nouveaux chefs de faire peut-être mieux les choses avec plus de sens, plus d'éthique? Je pense qu'il y en a qui essayent, évidemment. Je pense qu'il y en a qui essayent, qui viennent pas forcément des schémas classiques où on commence à 15-16 ans et la violence institutionnalise dès le début. Il y en a qui viennent plus tard, peut-être comme moi, et qui sont plus choqués par ce qui leur arrive et qui du coup essayent de changer la donne. Mais comment changer la donne quand on n'a aucun outil pour le faire ? Encore une fois, c'est le système, c'est pas systématique. Donc effectivement, bien sûr qu'il y a des restos où ça se passe très bien. Moi, mon livre, il dit pas le contraire. Il est là pour interroger un système entier de responsabilité. Et effectivement, la formation est responsable. Les écoles sont responsables. C'est pour ça que Bondir... C'est pour ça, d'après toi, qu'il a peut-être un écho supérieur à d'autres enquêtes qui ont eu lieu par le passé ? Déjà, un livre, c'est pas un article. Un livre, ça reste. C'est pour ça qu'il y en a qui ont un peu les chocottes là, parmi les chefs, parce qu'ils savent que c'est pas un article qu'on va oublier dans 15 jours, etc. Il y a un livre qui fixe les choses. C'est pour ça que j'appelle à des mesures concrètes aussi, déjà dans les écoles, parce que Bondir intervient, enfin je parle pas à la place de mais Bondir intervient parce qu'on vous sollicite. Exactement. C'est quoi votre travail dans les écoles ? Alors, c'est la première mission de Bondir, on va dans les écoles et on fait une formation de prévention devant les élèves. On leur présente des situations problématiques, le mot est très très faible, on leur présente des situations problématiques et on voit avec eux les définitions, qu'est-ce qu'ils peuvent vivre en fait, on leur donne des mots, des clés, donc des injures, je vais crescendo, des agressions, du harcèlement, des viols, on leur donne les définitions et on leur dit c'est pas normal. Ensuite on leur montre comment ces mécanismes se mettent en place. Et à la fin, ce qui est très intéressant, et comment ils peuvent en parler, et à la fin, ce qui est très intéressant, c'est qu'on fait sortir le corps professoral, quand il est là, et on leur crée un safe space, et on leur donne des petits papiers, et on leur permet d'échanger avec nous, et de témoigner s'ils veulent, ou de nous poser des questions. Sensibiliser sans démotiver, j'imagine on essaye, à la fin on doit toujours rappeler que c'est un beau métier et tout ça, parce qu'on parle pendant 2h30 de choses très graves, mais dans ces petits papiers, on est face à des élèves entre 16 et 18 ans, on retrouve systématiquement, pour le coup, vraiment systématiquement des violences graves. Donc ça veut dire que ça change pas. Voilà, ça commence dès l'école. Et ça ne change pas, et ils n'ont pas de moyens ils n'ont pas encore les moyens de le faire changer. Et si je peux ajouter une dernière chose, vraiment très rapidement, sur les solutions concrètes, c'est pour ça que je finis le livre avec justement un chapitre qui s'appelle Agir, former, réformer. J'ai l'impression qu'il y aura un tome 2, moi. Ouais, il y aura plein de tomes, il y aura plein de... La saga, voilà, c'est le début. Mais pour dire, c'est pour ça que j'appelle à la création d'une commission d'enquête parlementaire sur le modèle de celle qui a été créée pour les violences, contre les violences dans la culture audiovisuelle, parce que pour moi, il y a vraiment, il faut s'en saisir à ce niveau-là. Donc j'appelle les parlementaires qui nous regardent, qui nous écoutent, à se saisir de ce sujet. Ça concerne 1 million de travailleurs et travailleuses en France. Si on veut continuer à faire rayonner la France, mais d'une manière qui fait rayonner tout le monde et qui ne fait pas souffrir les gens au travail, un métier passion. Nourrir les gens, c'est une preuve d'amour, c'est un magnifique métier, ça ne devrait pas être fait dans la souffrance. Oui, parce qu'on en parlait justement juste avant l'antenne, effectivement, en off, les écoles ne désemplissent pas, du coup, et donc il va y avoir encore beaucoup de cas, bien malheureusement. Merci tous les deux d'être venus nous voir aujourd'hui. 28 minutes, ça passe très très rapidement, il faudra revenir. Et puis j'ai quand même le sentiment qu'il va y avoir des suites, malheureusement. Nora Boisouni, journaliste et auteur de Violence en cuisine. Violence avec un S, je précise, une omerta à la française, c'est aux éditions Stock. Allez vous le procurer. Puis Samy, un grand merci à toi aussi. Samy Benzekri, chef de cuisine et surtout responsable du pôle écoute de l'association Bon Dire. On a tout dit. Excellente journée. Alix, je te retrouve demain. À demain. À demain.